Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film culte sorti en 1981, excellente année, c'est l'année de ma naissance. Un film d'horreur qui a marqué l'histoire de ce genre, Le Loup-garou de Londres, une œuvre anglo-américaine réalisée par John Landis, connu entre autres pour les Blues Brothers, et pour ouais, enfin, John Landis, oui aussi malheureusement qui a eu quelques années après le grand drame de perdre un de ses acteurs en plein tournage lors d'une scène de la quatrième dimension mise en film, la version cinéma. Donc voilà, et qui fait plus grand chose aujourd'hui, John Landis, pourtant il a que 69 ans, mais il ne fait plus grand chose, un peu abandonné par les studios hein, et par Hollywood. Bref, peu importe, c'est un autre débat. Ce Loup-garou de Londres que j'ai bien aimé, voilà, je mets un bon 8 sur 10, 8,5 sur 10. Je suis pas forcément très friand des films de loup-garou, je suis pas un énorme connaisseur et grand fan de films d'horreur non plus, même si j'aime bien. Mais voilà, il me manquait ce film-là dans ma collection de films du genre à voir, et je le regrette pas. Et même si c'est pas tout à fait mon genre, même si certains côtés ont plutôt mal vieilli, d'autres, justement, au contraire, sont toujours très intéressants à voir aujourd'hui, et font de ce film un film très moderne pour l'époque, presque avant-gardiste aussi sur certains effets. On va y revenir. Donc, pour poser le speech de ce loup-garou de Londres, c'est l'histoire de deux Américains qui sont en sorte de balade dans la cambrousse britannique. Et puis, voilà, ils se retrouvent dans un village avec des villageois très étranges. On sent qu'il y a un mystère derrière. C'est très bien fait, cette scène dans un bar, là, très bien faite, qui pose vraiment un malaise. Il y a même une sorte de pentacle au mur. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de très étrange, un culte interdit voué derrière à quelque chose. Et justement, bah, ces deux jeunes hommes repartent dans la nature et se font attaquer par un loup-garou. Oui, oui. Enfin, au début, on voit que c'est une bête, une sorte de gros loup. Même au moment, sur les premiers plans, on a l'impression même que c'est un ours, mais c'est vraiment un loup, du coup. Et l'un des deux meurt. Le jeune, je crois que c'est Jack, c'est ça, Jack meurt. Et l'autre, David, le héros du film, est plutôt grièvement blessé. Et on voit d'ailleurs à un moment un villageois qui tue, ou la police, je sais pas, qui tue le loup, enfin la bête, et en fait on voit le cadavre d'un homme mort au sol, et on comprend donc qu'il s'agit d'un loup-garou. À partir de là, oui je sais, je le dis souvent, et je le dis beaucoup ça, à partir de là, c'est un de mes tics de langage, je m'en rends compte. Bref, le jeune David se retrouve à l'hôpital à Londres, pris en charge par un médecin, et bah, petit à petit, on se rend compte bah, que comme il a été agressé, il est contaminé, hein, la fameuse lycanthropie, la maladie du loup-garou. Et vous pouvez imaginer ce qui va arriver peu à peu quand le film avance. Alors avant qu'il se passe des trucs, je vais pas spoiler, mais bon, vous imaginez bien, c'est un film d'horreur sur les loups-garous, on peut pas imaginer autre chose. Il va tomber amoureux de son infirmière, ah l'infirmière, ah là là, le syndrome de l'infirmière, on est en plein dans le cliché là-dessus. Et puis bah, à partir de là, j'en ai marre de dire ça, mais c'est pas grave, il va donc se passer des choses. Intéressant d'ailleurs de voir comment John Landis fonctionne dans ce film. C'est un film d'horreur, oui, mais il y a des touches d'humour. Il faut savoir quand même que John Landis, il a plus ou moins débuté. C'est lui qui avait réalisé le fameux, comment ça s'appelle là, le Kentucky Fried Chicken, avec ce qui a lancé l'humour de y a-t-il un pilote dans l'avion et compagnie. Et on le sent, cet humour-là, latent, qui est pas mis en avant non plus, mais oui, il y a un humour un peu absurde parfois, et assez intéressant, qui rend ce film très 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 cool à regarder, je trouve. Et aussi des scènes osées, oui, parce qu'il y a aussi du sexe là-dedans, hein, ça rentre dans le film d'horreur souvent, le côté sexe. Et il y a même un film dans le film où on voit une sorte de plus ou moins truc érotico-porno là en fond. C'est très 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 étrange, mais ouais, il y a un côté décalé dans ce film, pourtant, qui pourrait se prendre au sérieux à fond. Voilà, un loup-garou qui attaque des gens, machin, tout ça, un homme qui se transforme en loup-garou, tout. Mais non, John Landis a eu ce côté décalé qui rend d'ailleurs donc le tout d'autant plus intéressant. Et ouais, alors les touches d'humour, hein, on va pas citer des trucs dans tous les détails, mais au moment on voit qu'il insulte la reine d'Angleterre, le prince Charles et tout pour se faire arrêter, c'est complètement what the fuck et tout. Dans la scène de transformation sur laquelle on va très vite revenir, il y a des plans et des lignes des répliques qui sont totalement
qui n'ont rien à faire là, mais c'est tout. Enfin, ça renforce le côté malaisant, je trouve. Et puis bah, les apparitions de son ami Jack dans ses rêves cauchemars, parce qu'au début, avant de se transformer, donc, il fait des cauchemars, il fait des rêves où il voit son ami mort. Et c'est intéressant parce que je vois que cet ami mort apparaît, bon, il lui demande de se suicider pour arrêter la propagation de la maladie, mais il fait des petites blagues à la con aussi. Voilà, donc c'est trop drôle quand on y pense. Et c'est marrant de manier le gore, le malsain, l'horreur avec l'humour comme ça. Je trouve ça plutôt bien fait. Et je pense que pour l'époque, c'était assez avant-gardiste quand même. Euh, du coup, on va en parler de la transformation. Parce que le point d'orgue du film, c'est on l'attend avec impatience, de toute façon. Il n'y a aucun mystère là-dessus. C'est quand l'ami David, qui est joué par d'ailleurs l'acteur très peu connu, hein, David Naughton. Il n'y a pas d'acteur connu dans le film, c'est vraiment une volonté de John Landis. Les producteurs ont essayé de l'obliger à prendre ses acteurs fétiches des Blues Brothers, mais lui il a refusé, et bien lui en a pris, ça renforce aussi ce côté film un peu ovni, d'avoir des gens pas connus dedans. Bref, au moment où David se transforme, enfin on sait que David va se transformer, il y a donc cette scène de transformation qui est le point culminant du film, qui après on passe au dernier acte, hein, grosso modo, enfin la seconde partie du film, je crois que c'est à peu près au milieu du film hein, que la transformation se fait. Elle est magnifiquement bien faite pour l'époque, cette scène de transformation. Il y a tout un travail dessus, je crois que ça a pris des mois de préparation. Et ça a d'ailleurs offert l'Oscar, le premier Oscar du meilleur maquillage pour Rick Baker, même s'il n'y a pas que le maquillage, là aussi il y a des effets spéciaux, il y a des effets en animatronique pardon. Mais c'est le premier Oscar du maquillage de l'histoire et c'est vraiment mérité. Et c'est intense, parce qu'elle dure quand même quelques instants, et franchement on s'y prend. Alors évidemment, il y a des choses qui ont mal vieilli, on voit le côté mécanique et maquillage, mais franchement, pour l'époque, dans le contexte, c'est super bien fait. Voilà. Et donc rien que pour ça, ça marque. Les maquillages gore sont donc superbes. C'est ce qui a aussi poussé Michael Jackson à demander à John Landis de réaliser son clip Thriller. Vous connaissez la suite, évidemment, l'un des meilleurs clips de l'histoire. Euh, et autant certains effets d'attaque du loup ont mal vieilli et pour cause, mais c'était tout un défi à l'époque. Les animatroniques sont quand même bien gérés et on peut se poser la question vaut-il mieux ça ou des CGI parfois au rabais, cheap, qui rendent le truc un petit peu dégueu? Moi, je préfère quand même ce côté, certes vieillot, mais en animatronique. Moi, je suis un petit peu nostalgique de ces films-là, comme les Gremlins par exemple qui faisait la part belle aux animatroniques. Même Jurassic Park, bien sûr, il y a des effets spéciaux, mais il y avait aussi ce côté animatronique. Bref, E.T., vous voyez, ces films où on sent quand même que c'est faux, mais voilà, on se prend au truc et ça fait ça fait moins virtuel, ça fait moins surfait, ça fait moins too much. Bref, c'est un autre débat. Après tout, on évolue, hein, il faut évoluer avec son temps. Et puis aujourd'hui, bon, les CGI, de toute façon, des très très grandes productions sont pour la plupart très bien faits, même si des fois, voilà, il y a quelques trucs qui passent pas. C'est le risque. Mais ouais. Bref, c'est un film à voir. Il fait pas forcément peur. Moi, j'ai pas ressenti de peur en même temps, voilà. C'est pas. J'ai jamais eu très peur devant les films d'horreur. Il y a très peu de films d'horreur qui m'ont fait peur. Finalement, quand j'y pense, les films d'horreur qui m'ont fait le plus peur, ça serait plutôt le projet Blair Witch, mais que j'ai vu très jeune, dans des conditions de nuit, seul dans mon lit, enfin très jeune. J'étais ado, quoi. Et ça m'avait bien fait flipper. Moins on en voit, plus on flippe. Hein. Il y a aussi, finalement, le film récent d'horreur qui m'a fait le plus flipper, c'est Rec. Il faudra que je revoie un jour, mais il m'avait tellement fait flipper que j'avais fait un cauchemar la nuit qui m'avait fait écrire les paroles d'une chanson de mon ancien groupe. Quoi. Voilà. Anecdote sur anecdote. C'est con parce que je la répéterai si jamais je fais une critique un jour de Rec. Pas grave. Bref, c'est pas un film qui m'a fait peur. Je pense que pour l'époque, ça a dû faire peur à pas mal de gens. Le gore ne m'a pas non plus repoussé. Je suis pas spécialement fan de gore, mais je suis pas non plus. Je vais pas piquer une grosse crise de peur ou de nausée quand j'en vois. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même osé. Quand même des trucs qui volent, hein, des membres un petit peu arrachés et compagnie. Mais ouais, non, j'ai bien aimé le côté aventureux, humour horrifique. Même si le scénario est très simple, pas grand chose là-dessus. Il y a des belles scènes, et puis les scènes aussi tournées vraiment en décor réel dans Londres, parce que il a pu faire ça, John Landis. Euh, Très peu de scènes en studio, je crois qu'il n'y a aucune scène qui a vraiment été tournée en studio. C'est très en plein air, à part les scènes d'intérieur, j'imagine.
Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est vraiment des vrais décors de Londres, hein. On voit le Piccadilly, il y a plein de choses, hein. Bref, ça fait visiter aussi, quelque part. Des scènes dans le métro, il y a St. James's. Enfin, ouais, c'est cool, je trouve. T'as aussi, on peut plus trop faire ça aujourd'hui. Aller tourner une scène, même à un moment, il y a une scène de carambolage qui a vraiment été tournée dans Londres. Ça, je suis pas certain que ce soit forcément très possible aujourd'hui. Sauf si vous mettez l'argent dans une grosse prod. Et ça, ce n'était pas une grosse prod. Me semble pas. En tout cas. Voilà. Donc, sans spoiler, parce que voilà, l'histoire se termine vraiment. Il y a du crescendo, là, le tout dernier, les 10 dernières minutes sont super bien faites. Ça part dans tous les sens. Dommage, ça se termine un peu brutalement, mais je pense que c'est voulu aussi. La fin nous arrive comme ça, et pouf, il y a le générique qui part. C'est pour. Ouais, je sais pas, il doit y avoir un choix artistique là-dessus. Je n'imagine pas qu'il ait été obligé de finir le film comme ça. Je vois pas pourquoi. Il a eu une grande liberté finalement. Il a quand même imposé ses acteurs, ses décors et tout, donc voilà. Et même son gore, hein, parce que les producteurs voulaient retoucher les choses, mais finalement, il a gardé la version finale, telle qu'elle, malgré quelques oppositions des producteurs. C'est intéressant. Ils ne se sont pas rendus compte, en fait, qu'ils n'avaient rien changé lors d'un second visionnage. C'est, ouais, comme quoi, des fois, hein, qui ne tente rien à rien, hein. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis, voilà, et puis il y a le générique final, voilà. C'est là où je disais que donc John Landis, il a lancé un petit peu ses films parodiques. Donc, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un président pour sauver machin, mais, etc. Là, y a-t-il un flic pour sauver le président ou la reine et le truc. Dans le générique final, il y a des petites blagues aussi, des références. Donc, il faut rester jusqu'au bout. C'est intéressant de rendre les génériques vivants comme ça, sans forcément attendre une scène post-générique. Mais ouais, c'est cool. Bref, un bon film d'horreur, vraiment, que j'aurais aimé voir plus jeune, parce que je pense qu'il aurait pu rentrer dans mes films cultes du genre. Mais ouais, avec le recul, il fait partie des bons films du genre que j'ai vus dans ma vie. Et ça, c'est déjà assez cool comme ça. Il paraît qu'il y a eu une suite, Le Loup-garou de Paris notamment, avec Thierry Lhermitte dedans. Ouais, mais non, hein, on va peut-être attendre. Enfin, ça sent le nanar quand même. Donc, d'ailleurs, ça a failli s'appeler Le Loup-garou de Paris, hein, ce film. John Landis, à la base, il voulait le tourner à Paris, ce film, mais il n'a pas pu. Hmm. Pression des producteurs britanniques, enfin des gens, ouais, enfin il y avait des producteurs britanniques dans l'eau qui ont voulu à tout prix qu'on utilise des acteurs britanniques et qu'on fasse ça en Angleterre pour les financements, pour les fonds, quoi, tout simplement. Bref, Le Loup-garou de Londres, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, enfin regardez-le. Un soir entre potes, ça passe bien, ça fait pas faire trop de cauchemars là, voilà, le lendemain matin, hein, je n'ai pas fait de cauchemar particulier, mais ouais, c'est cool. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.